d'utiliser des communications laser par satellite va permettre d'augmenter les débits de communication de manière beaucoup plus sécurisée, mais aussi d'augmenter le nombre de bandes de fréquences disponibles. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat, tourné aujourd'hui dans la campagne bordelaise au magnifique château Carbonieux, en compagnie d'Emmanuel Fretel. Emmanuel, bienvenue. Bonjour Numa. Écoute, je suis ravi que tu aies accepté cette invitation au podcast. On va parler tout de suite de ton parcours. Tu travailles au pôle Alpha RLH, qui est finalement un peu le pôle qui concentre les talents dans la photonique et dans le quantique en France. Donc, tu vas aussi nous expliquer ce que c'est ce segment un peu méconnu et qui a pourtant de grosses implications, notamment dans le secteur spatial. Alors effectivement, donc le pôle Alpha RLH, qui est un pôle néo-aquitain, qui a été fondé en 2010, réunit les acteurs de la photonique néo-aquitaine, mais au-delà aussi. C'est donc une association de loi 1901 et qui a des membres essentiellement de la région Nouvelle-Aquitaine, sur tout le territoire, mais aussi et de plus en plus sur tout le territoire national, et avec même depuis quelques années des membres dans différents pays européens, en Suisse, en Belgique, au Danemark, on a eu des membres aussi en Écosse, etc. Et donc l'idée, c'est d'animer une filière technologique pour aider à l'innovation collaborative. Donc on est sur un pôle assez rayonnant, si je peux me permettre la comparaison. Tu sais qu'il y a une petite tradition dans ce podcast qui est d'en savoir plus sur les invités. Alors Emmanuel, tu ne vas pas y couper. Quel est ton parcours ? Alors, donc mon parcours, donc moi je suis issu d'une formation universitaire, hein, donc je suis physicien, donc j'ai fait à l'époque, alors ça n'existe plus, un DUG, diplôme d'enseignement universitaire général, en physique et structure de la matière à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, qui est devenue depuis Paris-Sorbonne Université. J'ai fait ensuite une licence et une maîtrise de physique fondamentale, toujours à l'université Pierre et Marie Curie. Et ensuite, je suis parti faire un DEA en système physique et métrologie au Conservatoire national des arts et métiers dans le 3e arrondissement de Paris, suivi d'un doctorat en physique quantique, donc sur des histoires d'horloge atomique, toujours donc à Paris au Conservatoire national des arts et métiers, donc un laboratoire qui dépendait à l'époque du Bureau national de métrologie. Donc un cursus extrêmement spécialisé. C'est extrêmement intéressant du coup de t'avoir aujourd'hui parce que on a parlé à l'occasion, aujourd'hui je rappelle, on tourne au Château Carbonieux. Pourquoi ? Parce que ton pôle a organisé un événement autour de la photonique à la conquête de l'espace. Absolument. Donc, c'est là où c'est extrêmement intéressant. On a pu, lors de ces 2 jours, parler d'énormément de sujets, bien notamment les horloges, qui ont été évoqués, mais pas que. Pour pouvoir se resituer un petit peu, parce qu'on est sur un sujet de haut niveau, qu'est-ce que c'est que la photonique ? Qu'est-ce que c'est que le quantique ? Alors, la photonique, c'est la science de la lumière. On peut donner la définition de l'électronique, c'est la science des électrons, donc des choses qui ont vu des grandes avancées au XXe siècle. La photonique, on dit que ce sera l'équivalent de l'électronique au XXIe siècle. Donc on ne travaille plus sur des électrons électroniques, mais sur des petites particules de lumière qui s'appellent des photons, et qui permettent des ruptures technologiques dans différents secteurs d'activité qui vont du spatial, on va en reparler peut-être un peu vu le thème de la journée aujourd'hui ici à Bordeaux, hein. Le spatial, la défense bien sûr, la biologie, la santé, les transports, etc., etc. Donc ce sont des systèmes très technologiques, mais qu'on va retrouver au XXIe siècle de plus en plus dans des applications concrètes. Alors justement, science de la lumière, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour les applications spatiales ? Alors, il y a beaucoup d'intérêt d'utiliser la photonique dans le spatial, parce que ça va permettre en fait de faire soit des nouvelles applications, soit d'améliorer les applications existantes. On peut donner l'exemple aujourd'hui des communications spatiales qui utilisent de la radiofréquence. Le fait d'utiliser de la photonique, donc d'utiliser des communications laser par satellite, va permettre d'augmenter les débits de communication de manière beaucoup plus sécurisée, mais aussi d'augmenter le nombre de bandes de fréquences disponibles. Par rapport aux bandes de fréquences radiofréquences disponibles, on est sur d'autres gammes de fréquences, donc ça élargit le spectre. Et donc ça va permettre tout ça, d'avoir des nouvelles performances qui sont très, très intéressantes pour les nouvelles communications en fait.
Donc si je comprends bien, ces technologies, elles permettent à la fois d'augmenter la capacité, mais aussi de sécuriser les flux. Alors ça permet d'augmenter les capacités de plusieurs applications, ça permet de sécuriser les flux et ça permet aussi de faire de nouvelles applications. Aujourd'hui, nous avons eu des présentations, par exemple, de personnes qui font, alors des entreprises qui sont situées en région Nouvelle-Aquitaine, hein, et qui font, par exemple, des capteurs quantiques pour mesurer la gravité depuis les satellites. Alors, donc, ce sont des objets basés sur de la photonique quantique plus exactement, et ça va y avoir des applications très très importantes hein, sur la prévision des tremblements de terre, sur les potentiels raz-de-marée, sur les éruptions volcaniques, etc., etc. Donc ça permet de faire du monitoring de la Terre de manière très très précise, et chose qui n'est pas actuellement possible, parce que si on voulait le faire depuis le sol, il faudrait mettre des capteurs absolument partout, et le faire depuis l'espace, ben, ça permet justement de faire un mapping très très précis et de surveillance en fait de la Terre. Une autre application que j'ai vue récemment, sur laquelle j'ai un petit peu travaillé, c'est faire de la mesure depuis satellite de la vitesse des vents. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'instrumentation LIDAR. Hein, ça utilise vraiment des lasers. C'est l'équivalent du radar, mais dans le domaine de l'optique, de la photonique. Donc sur des longueurs d'onde visibles. Donc ça permet de mesurer la vitesse des vents dans l'atmosphère et de faire des cartographies des vents. Avec cette cartographie, on peut faire des modèles de météorologie beaucoup plus précis, des modèles de changement climatique beaucoup plus précis et aussi des modèles de pollution atmosphérique beaucoup plus précis. Donc on voit tout de suite que le spatial et les sciences de l'environnement, ça colle aussi très très bien. Donc il y a tout un champ des possibles avec la photonique et le quantique. En France et en Europe, qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'on a de vrais clusters? Est-ce que c'est une industrie qui est encore en développement? Comment est-ce qu'on se situe sur le continent? L'industrie européenne photonique, on voit qu'elle est quand même à la pointe. Moi, je participe à pas mal de conférences internationales, essentiellement en Europe, organisées par l'Agence spatiale européenne, le CNES, sur les technologies photoniques spatiales. Et donc, on voit vraiment qu'il y a une industrie qui est en train de se monter, qui est vraiment à la pointe hein, par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis, à l'Amérique du Nord, en Asie, et en particulier en France. Hein, quand je vais sur des conférences d'optique spatiale, je suis toujours émerveillé de voir qu'environ 40% des exposants, ce sont des industries françaises. Donc on a vraiment une industrie de pointe qui est vraiment très très présente et très très performante. Bon, ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir à entendre. Sur cette base industrielle-là, quels sont pour toi les grands champs d'évolution, les grands axes d'évolution de cette industrie, notamment dans le spatial? Est-ce qu'il y a des segments spécifiques de l'industrie spatiale qui sont particulièrement critiques pour la photonique? Alors oui, probablement. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de communication laser, de communication quantique, et donc pour augmenter les débits, sécuriser les données, pour répondre aussi à la menace à venir qui est l'ordinateur quantique, hein, qui est une menace en termes de sécurité des données. Hein. Donc Juste pour nos auditeurs, en quoi c'est une menace rapidement l'ordinateur quantique? l'ordinateur quantique, alors il y a des applications qui sont très très bien. On va avoir un intérêt réel pour tout ce qui est pharmacie, logistique. Donc il y a plein d'applications très très intéressantes, mais c'est aussi une menace parce que, on va dire, à cause des capacités de calcul inédites de ces futurs ordinateurs quantiques, on est capable, et ça a déjà été démontré, de craquer, de casser les codes de sécurité qui sont utilisés tous les jours, par exemple, pour vos cartes bleues. Donc, c'est des démonstrations qui ont déjà été faites. Bon, aujourd'hui, c'est des démonstrations universitaires, donc il n'y a pas d'acte malveillant, en tout cas pas à ma connaissance. Mais la menace est là, donc il faut pouvoir répondre à ces menaces. Et ça va être... la réponse va se faire par d'autres technologies quantiques qu'on appelle la distribution de clés quantiques, Quantum Key Distribution en anglais, qui est aussi une technologie quantique pour justement avoir des nouvelles méthodes totalement infaillibles par rapport à des attaques et des gens malveillants. Et donc là, on est vraiment sur des technologies disruptives. Et ces technologies se feront soit par voie terrestre pour des distances relativement courtes, de la centaine de kilomètres, mais pour des distances, pour sécuriser des sites sur des distances plus grandes, ça va se faire par satellite. Et si on sort un peu des frontières de l'Europe, l'industrie photonique et quantique spatiale dans le monde, qu'est-ce que ça représente? Qui sont les grands acteurs? Alors les grands acteurs en Europe, on voit beaucoup les Allemands, les Autrichiens, qui sont quand même bien, et on voit aussi les Néerlandais, les Britanniques,
sont présents. On voit les Espagnols. On voit un peu les Grecs aussi, qui travaillent beaucoup là-dessus aussi, hein. Donc pour la partie spatiale, en tout cas, voilà, on a les principaux acteurs là que je vous ai cités en Europe. Sinon, on voit des choses, forcément au Canada, États-Unis, Chine, c'était les premiers à le faire en 2017. Il paraît que la Chine est un pays assez pionnier là-dessus. Était les précurseurs parce qu'ils ont déjà lancé un satellite de communication quantique. C'était une démonstration, hein, donc c'était pas encore du service, hein, bien sûr, mais en 2017. Donc la Chine, le Japon, donc tous les pays en fait qui ont des grandes agences spatiales européennes, des grandes agences spatiales, pardon, excusez-moi pour le lapsus, travaillent sur ce sujet-là. Donc un sujet d'actualité et d'avenir. Un sujet pour d'avenir l'industrie et spatiale. pour l'industrie spatiale, mais surtout pour la souveraineté des pays, parce que là on parle de sécurité des données, et donc il n'est pas question que les données, que ce soit les données étatiques, les données militaires, données industrielles, les données de santé, il n'est pas question que tout ça tombe dans des mains malveillantes, hein, bien sûr. Emmanuel, il me reste à te remercier pour ces quelques mots de vulgarisation, parce que c'est un secteur de pointe qui n'est pas forcément très connu et qui mérite pourtant d'être connu. Merci encore pour ton invitation d'ailleurs à cet événement, et puis à très bientôt. Merci beaucoup Numa, et à très bientôt. Au revoir.